Bien. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments de la vérité de chacune des philosophies, mais à qui servent ces différentes philosophies. Et on comprendra d'emblée que ce n'est pas un hasard que nous appelons certaines philosophies et pas d'autres. On va donc parler du matérialisme. Qui est le nom qu'un certain nombre de philosophes se sont donnés depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui pour désigner une philosophie. Qu'est-ce que vous savez du matérialisme? Quand vous entendez ce mot, vous pensez à quoi? Ça consiste à par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, du moins, ça consiste en voir la cause comme cause d'une conséquence et non pas l'inverse, et à privilégier le réel, le concret. Oui, c'est ça, voilà, faire passer le concret avant les idées, non pas l'inverse. Ok. D'autres choses? On a le droit de dire des bêtises, on avance par les bêtises. Un enfant, il apprend à marcher en tombant, donc il ne faut pas hésiter à sortir vos idées. Et si elles sont erronées, vous verrez, vous ne ferez plus une erreur la deuxième fois. Ça vous fait penser à quoi? J'aurais dit des éléments concrets d'une réalité, mais avec plus de précision, je ne sais pas trop. Ok, alors c'est bien, c'est déjà acquis, c'est ce qui concerne le matérialisme. On notera d'emblée comment la bourgeoisie a réussi à déformer ce mot. Dans le langage courant, si vous parlez à vos amis du matérialisme, le matérialiste, c'est l'égoïste, qui pense qu'à lui-même, qui pense qu'à son bien, etc. Et l'idéaliste, c'est celui qui a des pensées. On a exactement inversé ce que le matérialiste veut dire. Autrement dit, si on regarde ce qu'il y a derrière les philosophies, un matérialiste, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'aspect concret, donc l'amélioration de la vie des gens, et un idéaliste, en philosophie, c'est celui qui s'intéresse uniquement au monde des idées et qui n'en a rien à foutre du sort des choses. Donc on a, dans le langage courant, inversé la signification des mots matérialisme et idéalisme. C'est pas un hasard. Alors, premier élément que je vous demande de retenir, c'est que le matérialisme, c'est la base de la théorie marxiste. C'est la base fondamentale de la théorie marxiste. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Marx est parti dans la philosophie pour commencer? Tout simplement parce qu'il se disait, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, on doit être modeste. Il faut d'abord aller regarder tout ce qui a été dit, ce que l'humanité a produit comme savoir, comme théorie, dans le passé. Et donc toutes les découvertes scientifiques du passé. On connaît généralement Marx par certaines de ses idées, mais on oublie ce qu'a été sa vie. On a là un homme qui a décidé très tôt de tout sacrifier à ce travail, parce qu'il estimait que c'était nécessaire pour émanciper l'humanité. Avec un peu de recul, certains pourraient dire qu'il est fou. Il a arrêté sa vie personnelle quasiment. Il a passé ses journées entières pendant plus de 50 ans à lire tout ce que l'humanité avait écrit, et si vous regardez dans le Capital juste les notes bibliographiques, vous verrez. Vous avez les lectures des Perses, des Arabes, des Chinois, des philosophes de l'Antiquité, des philosophes du Moyen-Âge. On a quelqu'un qui s'est dit, si je veux comprendre le monde d'aujourd'hui, je dois savoir ce que l'humanité a produit. Et donc on a un travail très net. C'est comment des hommes comme celui-là émergent dans l'histoire des sociétés, c'est pas le premier et pas le dernier. Ça, c'est le travail des psychanalystes. Certains diront que Marx était fou, etc. N'empêche que pour nous, le résultat, c'est que Marx a produit un savoir qui est d'une actualité non seulement du genre, mais qui reste à l'actualité. Il commence par repérer, dans toutes ses lectures, le fait qu'il y a toujours eu une lutte dans l'histoire des idées. C'est la première chose qu'il repère en relisant tous les philosophes. Il dit, mais il y a toujours eu une lutte dans l'histoire des idées. Et cette lutte,
proposer ce qui était pour découvrir les réalités inconnues, et ceux qui considéraient que l'homme ne pouvait pas découvrir certaines réalités. Pour Marx et pour ses prédécesseurs, le savoir était possible, et d'autres disaient non, 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 c'est impossible de savoir, c'est trop compliqué, ça appartient à Dieu, ça appartient au secret, etc. Donc on a toujours une lutte entre ces deux tendances. Ce n'est pas une lutte abstraite, nous dit Marx, c'est une lutte qui était très concrète. Elle a même été sanglante. Autrement dit, il y a de nombreux martyrs de la science. De nombreux savants, lorsqu'ils découvraient des réalités nouvelles, lorsqu'ils découvraient une loi qui n'était pas connue avant, lorsqu'ils découvraient que la Terre n'était pas plate mais ronde, l'ont payé de leur vie. Autrement dit, quand ils découvraient la matière, un aspect de la matière non connu, on leur disait « tu n'as pas le droit de le payer de leur vie ». Donc c'est le premier constat que fait Marx. Toujours une lutte. Second constat, dans cette lutte, les classes dominantes de toutes les époques ont été du côté de ceux qui étaient contre les nouvelles découvertes scientifiques. Et les classes dominées ont été du côté de ceux qui prenaient ces découvertes. Les classes dominantes ont donc toujours opprimé les savants. Alors comment expliquer ça? On pourrait se dire c'est l'inverse quand même. La classe dominante elle a intérêt à ce que la science avance, pour pouvoir en faire du profit, etc. Comment expliquer ça? Marx nous pose une question très simple. Qui a intérêt à ce que le monde reste comme il est à chaque époque? Ce sont les classes dominantes. Et donc ils n'ont pas besoin qu'on découvre des choses nouvelles. Ils ont même peur des choses nouvelles à découvrir. Et il nous dit qui a intérêt à ce que le monde change? Les classes dominées. Et donc ils ont intérêt à ce que tout ce qui est non connu diminue et que la connaissance humaine augmente. Il donne toute une série d'exemples. Parmi la masse d'exemples de Marx, on va juste en prendre quelques-uns. Premier exemple, nous dit-il, l'exemple de Démocrite, dans l'Antiquité latine. Démocrite est un savant qui invente la théorie atomiste de la matière. En gros, il nous dit la matière, c'est fait d'atomes. Aujourd'hui, on sait que c'est vérifié, c'est prouvé, etc. Mais le premier à l'avoir mis en avant, c'est Démocrite. Il dit la matière est faite d'atomes. Et donc, pour comprendre les phénomènes naturels, il faut regarder ce qui se passe au niveau des atomes. Les classes dominantes vont le tuer en disant il blasphème Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui serait créateur de la matière. Plus proche de nous, en 1600, Giordano Bruno. On parle de lui. Giordano Bruno. Un autre savant. On est en 1600. Va être brûlé vif par l'Église parce qu'il avançait comme idée, en observant les astres, que la Terre n'était pas au centre du monde. Que les astres tournaient autour du Soleil et que la Terre n'était pas au centre du monde. On pourrait citer des milliers d'exemples de ce type.
sont les découvertes scientifiques qui peuvent donner du profit. Les autres sont les avant-gardes. Est-ce que vous avez un exemple de découverte scientifique qui n'est pas utilisé aujourd'hui? Sur les médicaments. Certains médicaments, effectivement. Les médicaments pour les maladies rares, par exemple, s'ils ne sont pas rentables, ne seront pas utilisés. Comme ça, il y en a plein. La trithérapie pour le sida. Ouais, c'est ce que j'ai vu. La trithérapie pour le sida. Quand on a vu une augmentation des victimes du sida en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, qui ont été massivement touchés, on dit, mais on va produire des médicaments. Qu'est-ce qu'on dit les gens pharmaceutiques? Ça ne nous intéresse pas, les Africains sont trop pauvres. C'est pas intéressant. Et donc, ils ont porté plainte contre le gouvernement sud-africain en disant attention, vous n'êtes pas propriétaire de brevet. Heureusement, le gouvernement sud-africain a dit je m'en fous. Portez plainte autant que vous voulez, et ils ont produit des médicaments. Ce qui a permis à plein de Sud-Africains de se soigner. Mais la logique du système était d'empêcher la production d'un médicament alors qu'il y avait un besoin social. Autre exemple. Tout ce qui est obsolescence programmée, ça va changer. L'obsolescence programmée, c'est effectivement ça. Vaccin contre le cancer, contre certains cancers. Cuba l'a produit depuis très longtemps et l'a offert à l'humanité. On dit, Cuba dit, j'offre ma formule. Les laboratoires pharmaceutiques, ça ne les intéresse pas parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ces gros traitements lourds, que d'être dans la prévention. Donc on a bien une logique capitaliste qui vient freiner la science quand c'est pas rentable et qui va l'utiliser quand c'est rentable. On est dans la même logique que ce que Marx décrivait. Alors, la leçon que tire Marx de toute cette histoire, c'est de nous dire la seule philosophie donc qui peut servir à nous donner, c'est celle qui s'est intéressée au monde tel qu'il est, qui dit la vérité sur le monde. C'est le matérialisme. Et donc il faut combattre toutes les autres philosophies qui viennent nous expliquer le monde autrement que par la matière. Autrement dit, Marx nous dit, pour comprendre la réalité, je dois regarder où en est la matière, comment elle fonctionne. Alors, le mot matière, vous l'appliquerez différemment selon votre sujet. Si vous parlez de la vie syndicale, si la matière c'est la vie syndicale, bien, ça va être combien de syndiqués on a, quel type de syndiqués on a, etc. Si vous êtes scientifique en laboratoire, c'est bien entendu pas les syndiqués, c'est les expériences, etc. Donc la matière, c'est tout ce qui est objectif, en dehors de l'idée que vous en faites. C'est ça la matière. Tout ce qui existe indépendamment de vous. On va y venir après. Bon. On peut déjà retenir, même si on l'approfondira après, que la matière, c'est tout ce qui existe. Indépendamment de l'idée que je m'en fais. Ton prénom c'est Morgane, elle est persuadée que Pékin, ça n'existe pas. Parce qu'elle, elle dit ce que j'ai pas vu, j'y crois pas. C'est une idéaliste. Ben, elle va voir ce qu'elle veut. Pékin existe. Indépendamment de l'idée que j'en fais, la matière existe. Ceux qui viennent, un syndicaliste qui viendrait dire grève générale, toutes 30 secondes, alors que les salariés ne sont pas prêts, qu'on n'a aucun d'entre eux qui est prêt à faire une grève générale, ben, il ne prend pas en compte la matière telle qu'elle est, indépendamment de l'idée que je m'en fais. Bien sûr que j'aimerais bien que tout le monde fasse la grève générale aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui doit me guider. Ce qui doit me guider, c'est la matière, elle en est où? Et là, la matière, c'est les salariés. Les salariés sont tout prêts à faire une grève générale. Lancer un mot d'ordre de grève générale quand les gens ne sont pas prêts, c'est être à côté de la plaque. Ça, la question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des étudiants et des profs? Si ce qu'il y a dans leur tête c'est, il y en a marre, on est prêt à tout, être matérialiste, c'est être pour la grève générale. Si c'est pas ça qu'il y a dans la tête des salariés, dire la grève générale, c'est être idéaliste. Donc c'est comment je prends la mesure réelle de la matière. Et pour ça, c'est pas Marx qui dit, c'est Mao, il faudra une base d'enquête. Il faut aller chercher. Ouais. C'est pas je me mets dans mon bureau et je dis tiens, Ah ouais. et donc pour savoir et pour répondre, là tu dis un truc, mais donc il faut enquêter pour savoir si en fait là tu dis il y a personne qui bougera, tu vois, là ça peut être de l'idéalisme aussi. On sait pas.
il faut enquêter. Il y a des tracts qui sont sortis chez les profs, il y a une intersyndicale et tout, tu vois, avec les stylos rouges, ils ont fait un bazar. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue de l'UNL, de l'UNEF, etc. On ne sait pas, moi je ne sais pas, tu vois, donc je ne me prononce pas dessus. C'est pour ça qu'on en discutait vite fait tout à l'heure, surtout. C'est pour ça que tous les phénomènes humains fonctionnent comme la méthode scientifique. Qu'est-ce que fait un savant quand il ne sait pas si, en mettant de l'azote dans de l'hydrogène, ça va provoquer quelque chose? Il fait quoi? Il essaie. Il essaye. C'est ça, ça va enquête. Ça va enquête, c'est l'expérience. Nous, on ne peut pas faire ça avec des êtres humains. On va essayer. Donc il faut aller discuter, écouter, pour savoir où on est à la Terre. Et ma position doit venir de ma. C'est Ouais, carrément. une enquête. La phrase C'est de Mao, c'est la suivante, c'est « Qui n'a pas fait d'enquête ferme sa gueule ». C'est Mao qui dit ça. Ouais. Et je trouve que ça résume bien. Vous avez déjà eu des réunions où ils disent « Je crois, je pense ». On peut discuter pendant des milliers d'heures comme ça. Ouais, carrément. Allons voir les êtres humains concrets, discutons avec eux et on saura. Si la personne te dit « Ah non, le bac c'est sacré », s'il y en a 1, 2, 10, 100 qui lui disent ça, Ouais. ça ne sert pas à grand chose, ça veut dire que les conditions sont pas bonnes. Ouais, faut aller prendre le pouls, tu vois. Ce sera notre taf. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est quand déjà? C'est le 17. Ouais. Révise bien. Bien. Poursuivons. Donc, on va regarder ce qu'est ce matérialisme. D'abord, mettons-nous d'accord sur le mot philosophie, parce que c'est un terme qu'on utilise sans forcément définir. Une philosophie étudie les questions les plus générales de la conception du monde. C'est ça une philosophie. C'est la discipline qui étudie les questions les plus générales. D'où vient la matière, d'où viennent les idées, c'est quoi l'homme. Voilà. La philosophie, c'est la discipline qui étudie les questions les plus générales d'une conception du monde. C'est quoi les grands traits du matérialisme tel que défini par Marx après avoir étudié tout ce qui avait été produit jusqu'à présent? Première idée, ça va être des banalités, mais c'est des banalités qu'il faut vraiment ne jamais oublier. Il n'y a pas grand-chose à retenir, mais il faut les retenir. Premièrement, la nature existe. Parce que certains diront qu'elle n'existe pas. C'est une illusion. Chacun évolue à sa porte. On n'est jamais certain. Je suis sûr, j'ai discuté en mieux, on ne peut pas savoir. Personne ne sait vraiment. Mais ça, c'est considéré que la nature n'existe pas. C'est pas parce que je ne sais pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as pas vu quelqu'un que quelqu'un n'existe pas. Et donc la nature existe. Ouais. Ah, mais ça me fait penser à un commentaire, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'était sur Facebook, tu vois. Il y avait quelqu'un, justement, un gilet jaune qui postait une vidéo sur ce qui s'était passé en 1936. Et il y a un commentaire en dessous qui disait mais on n'était pas nés, toi et moi, on s'en fout. Genre, tu vois, comme si ça n'avait pas d'effet présentement. Et on peut dire la même chose des gilets jaunes dans 90 ans. On pourra leur dire la même chose, tu vois ce que je veux dire? Et quand les femmes ont commencé à poser la question des discriminations liées au sexe qu'elles vivaient. Donc, en tant que femme ouvrière, elles étaient opprimées comme toutes les ouvrières, et en tant que femme, elles avaient des inégalités supplémentaires. Quand elles ont commencé à poser ce débat-là, on a eu plein de gens qui leur ont répondu « Ah ouais, mais ça c'est de la victimisation ». Quand les populations issues d'immigration, les Mohamed et Mamadou ont commencé à poser la même question, on leur a dit « ça c'est du fantasme, c'est de la paranoïa, etc. » On n'a pas été rechercher des enquêtes qui permettaient de savoir si oui ou non ça existait. On a dit c'est un phénomène d'idée. C'est-à-dire qu'on considère que la nature n'existe pas. La matière n'existe pas. Quand je pense que la nature existe, si je ne sais pas quelque chose, je fais une enquête. Si je pense que chacun pense ce qu'il veut, je ne fais pas d'enquête. En fait, je me mets dans un... On peut discuter pendant des heures et des heures. Mais moi je pense que, moi je ne pense pas comme toi, et bien moi je pense que, et en réalité, jamais on va chercher ce qui va nous départager. Qu'est-ce qui va nous départager? Ce qu'il y a en dehors de nous. Allons faire une enquête. Allons voir ça. Donc la nature existe.
Elle existe et l'homme fait partie de la nature. Alors ça, c'est un élément encore plus important aujourd'hui qu'à l'époque de Marx. L'homme fait partie de la nature, c'est-à-dire que l'expression écologie ne veut pas dire conscience en réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, hein. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en sachant en lui donnant un contenu. Ce n'est pas la lutte de l'homme contre la nature. Quand je suis écologiste, je suis défendant. Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux entités qui seraient séparées, etc. Non, non, c'est le capitalisme qui exploite et l'homme et la nature. Il y a des très belles phrases de Marx. On peut dire que Marx a fondé l'écologie. Quand on regarde ce qu'il dit, en gros, il dit le capitalisme épuise l'homme et détruit la nature. Donc on a l'homme qui fait partie de cette nature qui existe objectivement. Seconde affirmation, c'est justement celle-là, non seulement elle existe, mais elle existe objectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire elle existe objectivement? C'est-à-dire qu'elle existe en dehors de nous, que l'on en ait conscience ou non. Celui qui nous dit, moi je ne fais pas de politique, il a beau croire ce qu'il veut, la politique, en tout cas, le fait. Lui, il en fait peut-être pas, mais la politique le fait. On ne peut pas se considérer comme non travaillé, non utilisé, non exploité lorsqu'on vit dans un système de domination. Et ça, indépendamment de l'idée que je le fais. J'ai beau croire être libre. Ouais. Vous avez des exemples de gens qui se croient libres et qui sont objectivement. Bah ouais, les fermes autogestionnaires, ils croient qu'ils sont en retrait ou en autarcie par rapport au reste, mais ils sont partie prenante du système capitaliste aussi, qu'ils le veuillent ou non. Le phénomène Uber aujourd'hui. Ouais, je suis mon propre patron. Je suis mon propre patron. Le café a réussi à récupérer cet idéalisme-là en disant allez-y, moi ça me libère de toutes les charges. J'ai plus besoin d'être employeur, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin. Vous êtes votre propre patron, vous regardez leurs conditions de travail, ils ne travaillent pas 8 heures, hein. Ils travaillent 14 heures. Et si vous regardez leur salaire à la fin du mois, et donc vous voyez bien que là, la personne peut être persuadée d'être libre. Moi je ne veux pas le patron, j'aime pas les patrons, etc. Donc j'ai choisi un métier, je ne veux pas m'ennuyer dans ce système, moi j'ai un métier qui me, en réalité, objectivement, il est plus dans le système. Donc la nature existe objectivement, indépendamment de la conscience que j'en ai. C'est comme il y a des syndicalistes qui disent qu'ils ne font pas de politique. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est particulièrement fort en France, mais ça c'est lié à l'histoire du syndicalisme en Europe. Ouais. En France, il y a une histoire particulière du syndicalisme, mais en particulier les anarcho-syndicalistes ont amené ce défaut dans l'histoire du mouvement syndical français, qui est l'illusion d'un syndicat qui ne ferait pas de politique, ouais. D'un syndicat qui remplacerait, qui serait autosuffisant, qui n'aurait pas besoin de changer la société par un parti ou par une personne. Il serait autosuffisant. Troisième idée, et vous avez les trois piliers du matérialisme. Troisième idée, la nature précède la pensée. Même si j'en ai pas conscience. C'est parce que mon corps manque d'eau que j'ai la pensée d'aller boire. C'est pas j'ai la pensée d'aller boire et mon corps s'adapte à ça. C'est parce que mon corps manque d'eau que me vient l'idée d'aller boire. La pensée est précédée par la nature. La nature est la réalité première. S'il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de révolution. C'est la matérialité de l'oppression qui va créer les idées de révolution. C'est pour ça que c'est toujours difficile
ma vie quotidienne, tous les jours, c'est de manger du petit pain, manger du caviar, c'est très, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est très difficile d'avoir des idées révolutionnaires. On retrouve ce qu'on disait la dernière fois avec Plekhanov, hein, on pense ce qu'on mange, Ouais. on ne pense pas de la même manière quand on habite dans une cabane, dans un château. Et du coup, tu disais par exemple que Marx était issu lui-même de la bourgeoisie et qu'il avait consacré toute sa vie à essayer de à comprendre les découvertes scientifiques, tout ça à travers le monde. Mais du coup, lui, il vivait comment? C'était quoi ses conditions matérielles de vie pour penser Alors, on ne peut pas penser Marx en dehors d'Engels. Engels a nourri Marx. Ouais. Ouais. Quand je dis nourri, c'est nourri. Ouais. Pour te regarder la correspondance de Marx et Engels, c'est une histoire d'une amitié particulière. Et Engels était tellement conscient de l'ampleur de l'apport de Marx que c'est lui qui nous laissait. C'est-à-dire qu'on voit des moments d'abord Marx, vous savez, des enfants morts de faim. De faim, hein. Et Engels l'aidait comme il le pouvait, il avait quasiment, pendant toute sa vie, c'est Engels qui a nourri Marx, plus les ressources qui étaient ses écrits, des ventes du capital, des ventes, etc. Et Marx était dans la misère pendant une grande partie de sa vie. C'est un choix vraiment de vie qu'il a fait. Si on a compris ces trois piliers du matérialisme, je vais maintenant vous donner les trois piliers de l'idéalisme. La nature n'existe pas. La nature est subjective. Oui, c'est la subjectivité. Et La pensée précède la nature. Est-ce que vous avez un exemple de quoi ça mène l'idéalisme, la pensée précède la nature? C'est celle-là la plus importante. À quoi ça? Beaucoup d'histoires. On vous a appris quoi? Ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Ouais. Un jour est apparu Napoléon. Et ça a changé la France. C'est les idées de Napoléon qui ont changé la France. C'est pas la société française qui a donné naissance à Napoléon comme représentant d'une classe sociale. Ça, c'est le matérialisme. L'état d'une société fait qu'un homme va être choisi par une classe pour mettre en œuvre ses intérêts. Les idées de Napoléon sont le résultat de la société. Non, c'est exactement l'inverse. Et tous vos cours d'histoire, si vous regardez, on vous a appris ça. L'histoire des grands hommes. Il y a eu Clovis, il y a eu Louis XVI, il y a eu Robespierre, il y a eu Napoléon. Jamais on parle des classes sociales et des hommes qui représentent ces classes sociales. Un premier réflexe donc, à chaque fois que vous parlez d'un être humain concret, vous parlez de ça, il doit avoir. Si vous parlez de l'égalité, regardez la classe sociale derrière. Ah ouais. Et pas l'inverse. L'individu ne fait que refléter des intérêts qui sont les intérêts de la classe sociale. Et donc la bonne question quand je parle de Napoléon, c'est quelle classe représente Napoléon? Quand je parle de Robespierre, c'est quelle classe représente Robespierre? Quand je parle de Saint-Magnon local, tout ça, quelle classe sociale représente ça? Quand je parle, c'est vraiment un réflexe à avoir parce que toute notre éducation scolaire, ça nous a habitués à l'inverse. C'est dire qu'un bon matérialiste, c'est quelqu'un de modeste. Puisqu'il sait qu'il est, même quand il a produit des livres, il sait qu'il est l'enjeu de quelque chose qui le dépasse, qui sont les luttes entre classes sociales, et que c'est ça qui détermine la société. Et que lui, il a à faire un choix dans cette lutte. Alors, si on a ça en tête, du coup, on peut aller plus loin en nous posant la question de ce que c'est. Là, on a vu ce qu'était le matérialisme. Qu'est-ce que c'est que la matière en tant que telle? Alors, première erreur à ne pas faire, c'est de confondre la matière avec une de ses formes. La matière a une multitude de formes. Et comme elle évolue, si je m'arrête à une des formes, eh bien, je vais considérer qu'il n'y a plus de matière. Régulièrement, d'abord, Jésus nous dit, vous voyez, les marxistes ont tort, le monde a changé. Non. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a, c'est pas une forme de la matière, c'est la matière en tant que telle. On appelle donc matière, c'est un peu répétitif, mais ça rentre bien, hein.
c'est la règle pédagogique, la répétition fixe la notion. On La appelle matière, donc matière, ouais. c'est tout ce qui existe objectivement. C'est tout ce qui existe objectivement, c'est-à-dire indépendamment de la conscience que j'en ai. Et lui, il veut me dire, moi, ça y est, j'ai bien compris le matérialisme. Il m'a dit, cette table, c'est ma matière. Puis toi, t'es venu, tu as dit quoi? Tu as dit, moi, j'ai fait des études scientifiques. Ça, la table, c'est rien. Derrière, il y a les atomes. La matière, c'est les atomes. Qui a raison? Les deux ont raison. On s'en fout de la forme de la matière qui nous intéresse, c'est la matière. Les deux ont raison. Et régulièrement, à chaque fois qu'on fait une découverte scientifique, vous voyez que tout votre édifice est erroné. Puisque maintenant, on nous dit que derrière les atomes, il y a un noyau, il y a des ions et des néons. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a dit, on prend. Et comme la science va continuer à évoluer, sans cesse, on va découvrir des formes nouvelles de la matière. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça existe indépendamment de la conscience qu'on en a? Je ne savais pas qu'il y avait des atomes. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'existaient pas. Donc la matière, c'est bien tout ce qui existe indépendamment de la conscience qu'on en a. Et en réalité, le savoir, c'est découvrir les formes de la matière qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça que jusqu'à la veille de votre mort, vous continuerez à découvrir. Jamais vous n'aurez une connaissance totale de la matière. Autre définition que donne Marc de la matière, il nous dit la matière, c'est tout ce qui se reflète dans nos sensations. Ce qu'elle est extérieure à nous. On l'aperçoit comment? Subjectivement. Voilà, pas uniquement. Pas forcément consciemment, mais on l'aperçoit d'abord par nos sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Donc, c'est tout ce qui se reflète par nos sensations. L'homme prend contact avec la matière extérieure par ses sensations. Donc ça, c'est une première règle à avoir en tête. Seconde règle. La matière n'est ni créée, ni détruite, ni masse. Oui. Elle se modifie. Donc elle se transforme. N'est ni créé. Ni détruite. Elle se modifie. Exactement. Elle ne fait que passer d'un état à un autre. Est-ce que vous avez des exemples de transformation de la matière? L'eau bouillante. L'eau bouillante, la mort, on disparaît, non? La combustion. L'érosion, tout. Troisième règle. La conscience est une propriété de la matière. Est-ce qu'une conscience est possible sans cerveau? Autrement dit, les idées sont apparues quand la matière a connu un degré de développement tel, parce que c'est devenu complexe, c'est ça qui a fait naître la capacité à l'abstraction, la capacité à l'imagination. Et donc on a des animaux, certains animaux qui sont à un stade tel de développement de la matière qu'ils ne leur permettent pas d'avoir des idées. La question des sentiments, c'est la même chose. C'est le débat, est-ce que les animaux ont des sentiments, etc. Tout ça, c'est des dimensions subjectivité. On ne peut pas conclure que les animaux n'ont pas de sentiments. Ça dépend desquels. Tout dépend du degré de développement de la matière. La pensée, le sentiment, l'émotion, tout ça, c'est des résultats de la matière, donc tout dépend de quelle matière on parle. Et donc, nos idées, la conscience,
sont le résultat d'une matière arrivée à un degré de développement avancé. Alors ça c'est important parce que si on prend ça en compte, ben, ça veut dire que je ne vais pas considérer que les idées, je peux les diffuser comme ça simplement. Il faut qu'on diffuse les idées, mais les idées prennent quand les conditions sont mieux. Donc, si je ne peux pas considérer que j'ai la vérité, la preuve de la vérité, c'est quand ça marche. C'est quand il y a la rencontre entre mon idée et des gens qui vont la porter, la mettre en but, faire une grève, etc. C'est ça qui va donner le critère de vérité de votre savoir. C'est clair, non? Oui. Quatrième règle, il n'y a pas d'un côté, donc, si les idées sont le résultat de la matière avec un certain degré de développement, eh bien, il n'y a pas d'un côté le monde des idées et de l'autre côté le monde de la matière. Ce qu'on appelle le monisme. Marx dit, on est moniste. Un être humain, c'est corps et idées. Il n'y a pas d'un côté les idées et de l'autre côté le corps. C'est l'ensemble des conditions matérielles et les idées. Les conditions d'existence et la psychologie, si je parle des êtres humains. Est-ce que je peux comprendre la psychologie de quelqu'un sans prendre en compte ses conditions d'existence? Non. Si on est matérialiste, non. Alors, bien entendu, on pourrait, parfois ça s'aspect sur la longue durée, c'est quelque chose que j'ai vécu enfant, qui va me rendre perturbé psychologiquement 20 ans plus tard, peut-être. N'empêche que c'est basé sur une réalité matérialiste. C'est pour ça qu'un psychologue marxiste serait un psychologue qui s'attacherait à vraiment repérer les événements dans les conditions d'existence, Classe qui peuvent sociale. expliquer classe sociale, les violences vécues, etc., qui vont provoquer, qui vont susciter effectivement la suite. C'est l'inverse de la psychologie idéaliste qui est de nous dire, vous savez, à l'adolescence, tout le monde a sa crise. Non, tout le monde a sa crise à l'adolescence. Ça, c'est l'idéalisme pur. Non. D'abord, l'adolescence n'existe pas dans toutes les sociétés. Donc, quand on dit crise d'adolescence, c'est un phénomène, voilà, c'est psychologique. On oublie tout simplement, c'est une invention humaine, l'adolescence. C'est les sociétés arrivées à un certain degré de confort qui ont inventé l'adolescence. Vous allez au Maghreb, vous passez de l'enfance à l'âge adulte. Vous allez en Afrique, la même chose. Vous allez dans la France du 18e, vous passez de l'enfance à l'âge adulte. Vous allez travailler au champ enfant, et il n'y avait pas cette période de latence, etc. Donc, on n'a pas des lois qui seraient transhistoriques. Ça, c'est la psychologie vraiment idéaliste qui nous dit ça. La même chose sur le complexe d'Oedipe. Dans le complexe d'Oedipe, ok, complexe d'Oedipe. Ouais, c'est pas adaptable dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés où ça n'a rien à voir, parce que ça ne correspond pas à leurs conditions d'existence. Comment faire le complexe d'Oedipe dans les sociétés dans lesquelles c'était tout le groupe d'adultes qui élevaient l'enfant? Dans beaucoup de pays africains, un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Autrement dit, n'importe quel adulte du village s'estime être en responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Comment on va avoir un complexe d'Oedipe avec ça? On voit bien que c'est les conditions d'existence qui donnent les traits psychologiques et non l'inverse. Mais attends, ça vous parle le complexe d'Oedipe ou pas? Oh, c'est bon. Ouais, parce que c'est un concept. Comment? C'était une petite réplique de D'accord, ouais. Ah, j'ai dû me manger ça aussi, punaise. On a des... On ne parle pas de passé, de choses... On parle d'aujourd'hui, ça. Prenons des exemples concrets. Comment Macron explique la pauvreté de l'Afrique aujourd'hui? Par la surpopulation, notamment. Ouais. Pas seulement la surpopulation, parce que la surpopulation, on pourrait dire, il prend acte, il regarde beaucoup, ce qu'il faut d'ailleurs. Mais il dit, dans leur culture, on fait beaucoup d'enfants. Ouais. Donc il y aurait une loi psychologique qui fait qu'il faut beaucoup d'enfants.
d'existence. Alors qu'en fait, c'est la pauvreté qui fait que. Une des lois de la démographie, c'était trouvé depuis. En fait, Marx lui répond déjà, et d'autres, après, il y a des scientifiques, des démographes qui ont donné des preuves scientifiques. Marx le réfute. C'est Malthus qui avait développé cette idée-là, en disant s'il y a pauvreté, c'est parce qu'il y a des classes sociales, à l'époque, il parle d'ici, qui vont beaucoup. Donc c'est la base des Marx a détruit son raisonnement, et les démocrates ont montré qu'en réalité, le nombre d'enfants diminue de lui-même avec l'amélioration des conditions d'existence. Tout simplement parce qu'il faut moins de force de travail, il y a moins de risques pour l'avenir, et donc il faut moins de force de travail, on a besoin de moins de force de travail. Avoir beaucoup d'enfants, c'est garantir plus de force de travail pour s'occuper de la communauté, du groupe, et donc avoir plus de sens de s'en sortir. C'est une loi de la survie en réalité. Ce n'est pas une loi idiote, c'est une loi, au contraire, qui permet à des groupes de survivre. Si vous allez au Sénégal, vous allez au Burkina, vous vous dites, mais si ce n'est pas ça, comment ils font? Ils feraient. Il suffit qu'il y en ait un de la famille qui travaille, et ça nourrit tout le monde. Et donc, en ayant 6-7 enfants, on multiplie les chances qu'il y en ait un, non pas pour lui-même, non pas de l'égoïsme, c'est pas pour les parents, qui nourrissent l'ensemble du groupe familial. Donc, on voit bien là que les explications en termes de psychologie abstraite sont bien idéalistes. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est que la nature, on sait ce que c'est que la matière, regardons ces lois de fonctionnement, les lois de fonctionnement de la matière. Première loi, nous dit Marx, la matière est toujours en mouvement. Alors maintenant, vous savez, à chaque fois qu'on parle de matière, vous l'appliquez de manière très diverse. Vous pouvez dire la nature est toujours en mouvement, vous pouvez dire l'individu est toujours en mouvement si vous parlez de l'individu, vous pouvez dire le groupe est toujours en mouvement si vous parlez de votre section syndicale, vous pouvez dire la société est toujours en mouvement si vous parlez de la société. Donc on voit bien que la matière, vous l'appliquez en fonction de votre sujet à des choses différentes. Mais en tout cas, elle est toujours en mouvement. Elle ne connaît jamais d'immobilité. Il n'y a jamais de repos. Et si vous pensez qu'il y a une immobilité, c'est que vous n'avez pas vu le mouvement. Le De mouvement toute façon, ça ne changera jamais. Ce sera toujours comme ça. a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et puis, pour faire cette direct, on en a déjà parlé. Donc, Ça c'est sert à rien. Une citation d'Engels qui résume bien ça. Engels nous dit le mouvement est le mode d'existence de la matière. Je ne vais pas vous donner une citation, je donne juste celle qui me semble incontournable. Le mouvement est le mode d'existence de la matière. Jamais, ni nulle part, il n'y a eu de matière sans mouvement. Et il ne peut y en avoir. On est bien, mais bizarre, il laisse là quand même. Cette table qui ne bouge pas. Elle est là. Alors effectivement, il faut s'entendre sur le mouvement pour comprendre la phrase d'Engels. Le mouvement, ça n'est pas simplement le déplacement. Si effectivement le mouvement c'est le déplacement, cette table ne bouge pas. Donc je vais dire qu'il n'y a pas de mouvement. Donc le mouvement n'est pas simplement le déplacement d'un objet dans l'espace. C'est pas ça le mouvement. C'est pas que ça. Le mouvement est constitué par tous les processus de changement ou de passage d'un état à un autre. Passer de l'eau à de la vapeur d'eau, c'est un mouvement. On passe d'un état à un autre. Passer de... Alors, c'est important de savoir ce qu'est le mouvement. Passer de je ne fais pas grève et je dis à mes collègues de ne pas faire grève à je ne fais pas grève, mais je dis que ceux qui peuvent le faire, moi j'y arrive pas, j'ai un crédit,
c'est bien qu'il le fasse, c'est un mouvement. C'est pour nous. C'est petit, on voudrait qu'il aille plus loin, on voudrait qu'il fasse rêve, etc. Mais si je ne le perçois pas, je ne vais pas voir ce qui est en train de bouger chez la personne. Donc percevoir le mouvement, c'est sans doute une des premières qualités d'un révolutionnaire. Parce que ça va nous permettre de ne pas être dans imposer des changements aux gens, mais de regarder ce qu'ils peuvent faire là où ils en sont. S'il est asphyxié par son crédit, vous aurez beau lui dire fais grève, tant que lui n'a pas pris la décision, tant qu'il n'y a pas eu ce mouvement-là, ben, il ne le fera pas. Et il vaut mieux savoir que, tiens, il ne fait peut-être pas grève, mais maintenant, je le vois, quand même, il discute et il dit qu'on a raison. C'est un mouvement. Trop petit pour nous, on aimerait qu'il aille plus loin, etc. Mais c'est un mouvement qu'il faut prendre en compte. Le militant politique ou syndical est quelqu'un qui est dans la prise en compte de l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Et c'est... T'as dit militant politique et syndical. Hein. Ouais, Ouais, tu veux parler de deux, ouais. Non, c'est très bien. Parce que je pense qu'il faudrait les deux, non devrait être. Bah ouais. Et donc, il n'y a jamais de choses figées. Nous ne connaissons que les processus, nous dit Engels. C'est les processus qui nous intéressent. Seconde, comment je les ai appelés, les modes d'existence de la matière, j'ai vu Les lois de fonctionnement. Voilà, seconde loi de fonctionnement, la matière est toujours dans un espace et un temps. Dans un espace et un temps. Il n'y a pas de vérité qui serait valable partout. Ah oui, c'est Elle est déterminée par son espace et son temps. La révolution est mûre à Alger, eh ben elle n'est pas mûre à Tunis. la matière. Je dois resituer historiquement et géographiquement tout ce que j'ai pu dire. Il y en a là-bas. Alors, ça, c'est... La matière est prise dans un temps et un espace. Ouais. Toutes les matières que j'étudie, c'est un espace. Ça peut être des choses qui peuvent être mûres à Tourcoing et pas mûres à Roubaix. Mûres dans telle entreprise et pas mûres dans telle autre. Et donc, je ne tire pas de conclusion générale avant d'avoir vérifié. Alors, c'est une dimension importante. Vous verrez, si on va jusqu'au bout, on va dire l'année prochaine, du coup, parce que ça, c'est dans un second temps, c'est une des caractéristiques qui nous distingue qui me distingue par exemple des trotskistes, qui eux auront tendance à tirer des conclusions et les appliquer partout. Ils vont dire la révolution bolchevique a commencé par une première étape, les droits démocratiques, une deuxième étape, les soviets, et une troisième étape, etc. Donc ils vont dire maintenant, la grève de l'Union de Tourcoing, c'est la première étape. Il faut qu'on passe à la deuxième. Ils vont appliquer un schéma, ils vont l'appliquer partout. Non, la matière existe toujours dans un espace et un temps. On ne peut pas plaquer les schémas. Vous serez toujours à côté de la plaque si vous voulez plaquer les schémas. S'il y avait la recette de la révolution en 3 leçons, ou en 10 leçons, ça se saurait, on aurait déjà fait la révolution. Et donc faisons attention de ne pas tirer des conclusions qui ne s'appliquent pas à l'État. Il n'y a donc pas de matière en dehors de l'espace. Et il n'y a pas d'espace sans matière. Troisième loi de fonctionnement. On va revenir sur un élément qu'on a dit précédemment dans le développement. La conscience est une propriété de la matière organique.
qu'est-ce que Marx et Engels veulent dire par là? D'abord, ils nous disent que la pensée humaine, c'est le résultat de l'évolution de la nature. On a eu des formes de matière où il n'y avait pas de pensée. Et puis, à un moment donné du développement, sont apparus des êtres capables de penser. Parce que la nature s'est complexifiée. Le système nerveux, nous dit Engels, il y a des scientifiques là. Un petit peu. Ouais. Sciences humaines et sociales. Il n'y a pas de science dure là. C'est pas physique. Si, Je ouais. sais plus, mais c'est. Il faut lire le dialectique de la nature parce que Marx a travaillé sur, en gros, tous les philosophes, etc. Ils sont partagés de travail. Il y a une très belle lettre au début de leur travail en commun où ils sont autour d'une table. Je ne sais pas comment ils ont pu croire qu'ils allaient réussir à faire ça, mais en fait, ils sont divisés de travail et Engels, comme c'était un scientifique, s'est occupé de tout le travail, de vérifier toutes les hypothèses qu'il produisait dans le domaine scientifique. Et donc, pour ceux qui sont dans les sciences dures, si vous avez des amis qui sont dans les sciences dures, parfois ils sont un peu titillants pour qu'on leur donne des arguments de sciences humaines, il faut leur demander de dire Engels. Généralement, ils disent bon, ouais, d'accord, c'est pas que de la philosophie comme ça, etc. Parce qu'effectivement, il va dans l'analyse scientifique. Dans le Capital, il y a 10 pages de mathématiques, c'est Engels qui les a écrites, où il montre que les sciences mathématiques viennent prouver le matérialisme. Donc voilà, si vous connaissez des gens, c'est ce livre-là qu'il faut leur passer. Okay. Dialectique de la nature. Du coup, je sais plus où vous en mettez. La conscience est une propriété de la matière organisée. Oui. Et le système nerveux, c'est justement, donc c'est le développement du système nerveux, nous dit Engels, qui va assurer le lien entre nous et le monde extérieur. Quand le système nerveux est peu développé, vous avez des êtres qui n'ont pas accès à la pensée. Quand le système nerveux est développé, vous avez des êtres qui sont dotés de la capacité de penser. Et le cerveau humain, c'est le résultat de cette évolution. D'où cette belle définition d'Engels. La conscience, c'est le reflet de la matière dans le cerveau humain. Quand je dis cette belle définition, c'est parce que le mot reflet, il montre bien toute la difficulté de l'être humain, et encore plus de ceux qui sont fonctionnaires. Si c'est un reflet, ça veut dire que ce que l'on ressent nous dit une partie de la vérité. C'est un reflet. Mais attention, c'est un reflet peut être déformé. Et donc, ça me donne la vérité, mais ça me donne la vérité déformée. Et donc, je dois partir de ce que je ressens et le mettre en travail pour pouvoir éliminer la déformation. Et ça, c'est le travail théorique, politique, idéologique. Hein, je ne peux pas me contenter de ce que je vois. Ce que je vois, ce que je ressens, ça me dit une partie de la réalité, mais ça me dit aussi une partie de la réalité qui peut être déformée. Vous avez tous vu des miroirs qui déforment. Hein, le miroir peut déformer, il ne vous donne pas les proportions exactes, etc. Et donc, vous n'êtes pas, c'est pas un reflet qui vous dit la vérité, sinon il n'y aurait pas besoin de le lire. Il n'y aurait pas besoin de théoriser. On prendrait la réalité, on la dirait telle qu'elle. La réalité peut nous dire les choses déformées. Est-ce que c'est clair? Et donc, il n'y a pas de travail militant sans travail théorique, qui me permet de passer du reflet à la réalité, justement. Et maintenant, pour vous
aux soirées mondaines, on va aller regarder, une fois que Marx et Engels ont produit cela, et avant eux, les matérialistes, parce qu'il y avait des écrits déjà poussés avant Marx et Engels, ceux qui ont prétendu critiquer le matérialisme, quelles sont les théories concurrentes, celles qui ont voulu s'opposer au matérialisme. Comme ça, vous pourrez utiliser les mots nouveaux pour les soirées mondaines. On peut en repérer, on peut les classer en 4 grands courants théoriques qui ont prétendu déconstruire le matérialisme, montrer que c'était erroné, montrer que c'était une erreur, etc. Un premier courant qu'on peut appeler le dualisme. Je ne sais pas si vous avez dit, toi, tu es un dualiste. Les dualistes, en réalité, je dis ça, ça ne sert à rien de leur dire ça, mais vous pouvez repérer des collègues qui sont là-dedans. Un dualiste, c'est quelqu'un qui dit il y a d'un côté la matière et de l'autre côté la pensée. Il y a la raison et l'émotion. C'est même traduit dans des proverbes aujourd'hui. Le cœur a ses raisons, pas raison. Voilà, le cœur a ses raisons, pas raison. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui produit cet état émotif qu'est le sentiment amoureux. On pourrait faire une analyse matérialiste du sentiment amoureux. Qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureux d'elle, justement? Et justement, à ce moment de ta vie, et justement maintenant, un matérialiste, ça ne sert à rien de le faire, hein, vous embêtez pas avec ça. Mais on pourrait faire une analyse matérialiste de ça. Pourquoi c'était pas l'année dernière? Pourquoi c'est elle et pas elle? On pourrait faire une analyse matérialiste de ça. Mais le dualisme, c'est ça. Il y a le cœur et la raison, c'est séparé. Ça n'a rien à voir. Et donc, on ne peut pas comprendre le sentiment amoureux, on ne peut pas comprendre tout ça, etc. Si vous voulez vous amuser, il y a dans le Capital quelques pages magnifiques où Marx fait l'histoire du sentiment amoureux. Et où il montre, justement, qu'on n'a pas affaire à un cœur ou une raison, mais que l'amour est lui-même. Aimer au Moyen-Âge ne veut pas dire la même chose, on n'écrit pas la même chose que aimer au XXe siècle, que aimer au XXIe siècle, etc. Et il montre que c'est le reflet des conditions d'existence. C'est ça qui nous amène à tel type de sentiment amoureux, ou tel autre type de sentiment amoureux. Donc tous les discours sur l'amour éternel, l'amour qui... tout ça, c'est... ça n'enlève rien à la magie de l'amour, mais c'est rien à voir avec l'idéalisme. Qu'effectivement, au moment où on le vit, le sentiment amoureux soit effectivement quelque chose qui est époustouflant, qui bouscule tout, etc., bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui est le cœur, la raison, de manière séparée. Ça, c'est les dualistes qui vont... séparés. En fait, c'est la même chose. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, je ne suis pas un bon élève, hein, mais vous avez l'élève. Un bon marxiste fait du sport. Il en fait raison, hein. Ou alors, je pense que le dualisme, je pense que je vais pouvoir avoir une pensée qui va se développer, qui va travailler beaucoup, etc., sans avoir un corps qui puisse le porter. Si votre corps, si vous êtes fatigué, si votre corps il est malade, comment vous travaillez? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire quand on a un corps malade, mais ça veut dire qu'effectivement, si je ne suis pas dualiste, je m'occupe de ça aussi. Vous pourrez analyser aussi certaines tendances qui existent dans certains courants qui se pensent en rupture, etc. Je me lave pas, je m'en fous de moi, c'est pas ça qui est important, etc. Toute cette manière de penser, c'est du dualisme en réalité. Je pense que je veux pouvoir être comme ça au niveau de mon corps et que ça n'a pas d'effet sur ma manière de penser, de voir le monde, etc. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui, bien sûr. Donc, ce premier jeu d'approche a prétendu critiquer le matérialisme, et c'est là que Marx a répondu. C'est pour cela que nous sommes monistes. Nous pensons qu'il y a un corps humain qui est unique, et la pensée est dedans. Ce n'est pas un et l'autre. Seconde école, l'idéalisme objectif. L'idéalisme objectif, c'est la pensée de ceux qui disent
il y a une idée première dans l'histoire de l'humanité, enfin dans l'histoire de tout, qui a produit tout le reste. Certains vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler esprit, d'autres vont l'appeler force, peu importe. Énergie. Ça aurait existé avant, et ça aurait entraîné la force. Alors, quand Marx donne ses caractérisations, c'est une description, c'est pas un jugement de valeur. Il ne dit pas on ne bosse pas avec eux, ça va réalité, etc. Il décrit les choses. Pourquoi c'est important de le considérer comme un classement et non pas comme un jugement de valeur? Parce qu'un idéaliste objectif peut quand même être révolutionnaire. Un vrai matérialiste, ce n'est pas celui qui s'intéresse à ça. Ça va être dans sa vie quotidienne comment il fait. Il peut être sincèrement idéaliste objectif, c'est-à-dire penser qu'il y a eu un Dieu qui a tout créé, et dire mais ça c'est au début, et maintenant, ben, c'est la matière qui le détermine. Ce mec-là, cette nana-là, une conversation avec vous, et c'est un révolutionnaire, il peut être révolutionnaire. Donc il faut bien distinguer la caractérisation du jugement de valeur. Donc un idéaliste objectif, il pense juste qu'il y a eu au tout début une création. Troisième courant, l'idéalisme subjectif. Qui considère, c'est les plus grandes choses. L'idéalisme subjectif peut être révolutionnaire, un idéaliste subjectif ne peut pas l'être. Qui considère qu'en réalité, on ne peut pas connaître le monde. Parce qu'il n'existe pas. Tout est dans notre tête. On ne peut pas connaître quoi? On ne peut pas connaître le monde puisque le monde n'existe pas, c'est dans ma tête. Alors bien sûr, jamais quelqu'un va vous dire comme ça. Mais à chaque fois que vous lui parlez d'une réalité, il vous dit ah oui, mais moi, je ne vois pas comme toi. C'est pas. C'est quoi les preuves qui montrent que ce que tu décris, ça existe? Ah mais moi, je ne le vois pas comme ça. Chacun peut voir les choses différemment. Cette personne-là, ah oui, mais il faut te mettre à la place des patrons. La personne qui réagit comme ça, en gros, il n'y a pas une réalité qui s'impose, il n'y a pas un rapport de domination qui fait que les uns sont riches, les autres sont pauvres. Il va te dire ah, mais moi, si tu te mets à la place du patron, tu verras pas les choses de la même manière. Bien sûr. Bien sûr. Mais en réalité, l'idéalisme subjectif, c'est la prise de position pour la domination. Qui peut se cacher avec un discours révolutionnaire, qui peut, bien entendu, vous dire. Mais en réalité, c'est ça conduit au relativisme. Ouais. Ça conduit à le diable. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas faire grève, hein, parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Hein. C'est comme ceux qui prétendent qu'ils sont neutres, en quelque sorte. La dernière fois, je discutais avec un policier, il des renseignements généraux quand on est en manif, enfin, quand on faisait un blocage devant chez Mullier. Je dis non, c'est pas possible, ça n'existe pas, vous êtes un dominant, la preuve, vous êtes un policier. Punaise, milliard. Enfin bref, voilà. La neutralité, ouais, le relativisme. Là, on est vraiment dans le subjectif. Et donc c'est ça le nini ou... Oui, bien sûr, le nini, très là-dedans. D'accord. Ni ceci, ni cela. Moi, je suis entre les deux. Hein. Je pas d'histoire. Je suis au-dessus. Il y a un clivage qui divise une société, qui divise un monde, et moi, je serais à une place qui me permettrait de surplomber, d'y échapper. Donc, ouais, prise de position, de relativisme. Si vous prenez par exemple la question de la hiérarchie et de l'égalité homme-femme, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire ah, mais moi, donc des mecs, moi, je suis pas sexiste. Donc, individuellement, j'ai réussi, dans une société sexiste, à m'extraire et être certain que tous mes réflexes et comportements sont des comportements égalitaires. Je ne sais pas comment tu fais. Ouais. Ou, dans une société raciste, dire, quand on appartient au groupe majoritaire, dire, moi, je suis certain que jamais j'ai un réflexe raciste. La preuve. Je vais réussir à m'extraire. Ah. Et alors,
par la télé, etc., des stéréotypes, des images, etc. Et j'ai beau être un antiraciste convaincu, bien entendu que certains de mes actes vont être le reflet de toute ma socialisation et non pas de ce que je voudrais être. Et un matérialiste va dire, ah oui, je suis conscient qu'en tant que membre du groupe majoritaire, j'ai grandi dans une société qui est raciste, donc je demande à mes camarades qui ne sont pas du groupe majoritaire de me dire quand je me connais, quand malgré moi, il y a quelque chose qui sort, etc. De la même façon que les mecs devraient dire merci aux nanas quand on leur dit hey, t'as vu comment tu réagis là? Ouais. Parce que c'est ce qui permet de sortir de ce qu'on n'a pas choisi, qui est cet héritage de cette société de domination. Mais tu penses quoi de. Marine Le Pen, elle n'est pas raciste. Et ça, c'est. J'ai lu ça, c'est une personne typée, tu vois, mais je ne sais même pas si dans quelle mesure ce que je dis, c'est pas raciste, tu vois, mais racisée. Tu vois, elle est typée, elle est noire de peau, tu vois. Et elle disait que Marine Le Pen n'était pas raciste. Je sais pas si c'était un troll hein, sur Internet, mais. Non, de toute façon, C'est quelque chose qu'on entend pas mal. Hein. Elle est sincère. alors, mais là, la Elle même est chose, sincère, c'est ça. la même chose, la réponse à ça, ça ne peut pas être d'aller regarder. Ça ne peut pas être d'aller regarder, elle a dit telle phrase, c'est pas ça. La réponse à ça, c'est à quoi mènent ces propositions politiques. Un matérialiste, il va dire. Ah, on l'a. Ouais, Ce ouais. qui nous permet de déterminer si elle est raciste ou non, c'est pas qu'elle dise j'ai un copain noir ou arabe, ce qu'elle permet de déterminer, c'est son programme politique, économique, etc. Il mène à quoi sur la question des rapports sociaux. Et voilà, il suffit de regarder ses propositions sur l'immigration, où s'apercevoir que ça va développer le racisme. Bien sûr. Mais du coup, si on applique ça comme ça, c'est intéressant parce que ça permet de répondre. Oui, Marine Le Pen est raciste si je regarde son programme, mais c'est pas la seule. Ouais. Antisocialiste, quand on regarde son programme. Ouais. Et c'est important de dire les deux. Parce que si tu réponds simplement à la personne, non, Marine Le Pen est raciste, sans lui dire, mais il n'y a pas qu'elle, il faut regarder les autres, bah. Tu risques de la braquer. Exactement. Et puis t'es pas crédible. Ouais. Parce qu'il faut appliquer la même méthode aux autres. Hein. Yes. Ouais, bah là, Macron, c'est pas compliqué de mettre. Mais même le Mais- PS, c'est même. Et tu vois, c'est quoi cette. J'ai jamais compris cette justification. Dans la classe ouvrière, tu vois, t'as des personnes qui disent je ne suis pas raciste, j'ai un copain noir. Ou j'ai une pote musulmane. Tu vois, les mêmes, tu vois, religion, couleur, tu vois ce que je veux dire? Comment t'es. Je comprends pas Mais, ça. vous savez, c'est parce qu'il y a confusion, mais là on dépasse le cours aujourd'hui. Hein, Ouais. Mais il y a confusion, en fait là, il y a confusion entre deux choses. Il y a confusion entre racisme et une des formes du racisme. Il y a deux grandes formes historiques du racisme. Il y a une première forme historique qui est ce qu'on appelle le racisme d'extermination ou d'exclusion. Le raciste veut la disparition de l'autre. Disparition physique ou géographique, c'est-à-dire en bas. Ça, c'est une première forme. C'est pas la seule. Il y a une autre forme qui est le racisme de hiérarchisation. Ouais. J'accepte que tu sois mon ami. Mais. À ta place. Mais ouais, reste là. C'est pas de problème. Moi, je trouve, j'ai un ami noir, il me tire les choses tous les jours. Et en réalité, vous avez toute une série de racistes qui, bien entendu, ne sont pas pour que les noirs disparaissent, les arabes disparaissent. Ils sont juste pour qu'ils n'accèdent pas au même boulot. Ils sont juste pour qu'ils n'habitent pas dans les mêmes endroits. Ils sont juste pour qu'ils n'accèdent pas à toute série de choses. Et ils sont pour qu'ils disent merci en permanence. En gros, qu'ils soient reconnaissants. Donc, On les accueille quand même. Hein. oui, bah oui, Ah ouais. oui, puis quand même on est des êtres humains, on ne va pas les laisser mourir. Mais c'est Et puis, il touche la carte. Et ils vont se dorer la pilule au soleil en rentrant dans leur pays après. Non, tu n'avais pas la petite surveille. T'as dit en plus qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais On va pas pouvoir sortir et tranquille dans la rue. on a eu ça quand il y a eu la fausse opposition, parce que c'est une fausse opposition mise en scène par les médias, entre l'attitude de Merkel qui accueillait 1 million de réfugiés Ouais. et l'attitude de Macron. C'est Macron à l'époque? C'est. Attends. Je sais plus, enfin, l'attitude du gouvernement français qui dit non, on ne peut pas, etc. On avait une fausse opposition, parce qu'en réalité, dans les deux cas, c'était problématique. Ici, c'était. On a fait Non. des guerres, mais on ferme, etc. Et là, c'était des Et quotas. là-bas, ils viennent, mais vous avez vu, ils ont inventé un nouveau contrat de travail 1 euro. Job. à 1 euro de, effectivement. Donc, en réalité, tu peux venir, mais à une place qui est assignée.
je suis pas raciste, j'ai un copain noir. C'est pas ça le vrai débat. C'est à quelle place il est ton copain noir? Est-ce que tu acceptes qu'il soit à la même place que toi? C'est ça la vraie question. À l'époque de l'esclavage, les maîtres et les esclaves, ils vivaient ensemble. Mais chacun leur place. Ouais. Donc là, on est à l'idéalisme subjectif. Ouais. Dernier courant, le positivisme, Ah. qui là, c'est en réalité un idéalisme hypocrite. En fait, Marx et Engels ont été tellement efficaces. Il faut voir ce que ça a provoqué que les écrits de Marx et Engels dans leur siècle, en gros, les idéalistes se sont fait rétamer. Le positivisme s'est développé, qui était ok, vous avez raison, la matière existe. Ok, vous avez raison, il faut partir de la matière. Mais il disait, mais n'en tirons pas de conclusions politiques et philosophiques. Restons dans la description. Tous ceux qui vous disent, ah moi je vais décrire. Hein. Tous ceux qui décrivent sans tirer de conclusion, ou prétendant ne pas tirer de conclusion, c'est les positivistes. C'est ce qui va expliquer. C'est comme cela que vous pouvez avoir des savants qui connaissent bien la matière, par exemple un chimiste, et qui normalement, ce qu'il découvre en chimie, s'il l'appliquait à la société, s'il dit tiens, je regarde dans la société si j'applique ça, ben ça ne va pas cette société. Ils vont vous dire non, donc il va être matérialiste dans le laboratoire et idéaliste à l'extérieur. Donc vous avez des profs qui vont vous dire de belles leçons. Et à l'extérieur, on va être idéaliste. C'est des marxistes inconséquents, c'est ça? Exactement. Lénine les appellera les marxistes de la chair. Parce que certains sont des marxistes en plus. De la chaise? De la chair. De la chaise. C'est-à-dire que c'est le bureau. Ouais. Alors, voilà, vous savez ce que c'est que le matérialisme. Quelle conclusion en tirer? C'est ces choses-là qui nous demandent plus de retenue. Le matérialisme considère que le monde est matériel. L'idéalisme considère que le monde est l'incarnation d'une idée. Donc le matérialisme considère que le monde est matériel, alors que l'idéalisme considère que le monde est l'incarnation d'une idée. Seconde conclusion, la matière existe indépendamment de notre conscience. Troisième conclusion, il est possible de connaître la matière et ses lois. C'est ce que dit le matérialisme. Il n'est pas possible de le connaître. C'est ce que dit l'idéalisme. Il est possible de connaître la matière et ses lois de fonctionnement. C'est pas facile, mais voilà, il faut des méthodes, etc. Mais en tout cas, c'est possible de connaître. Sinon, on ne pourrait pas progresser comme l'humanité a progressé. Et l'idéalisme va dire c'est pas possible de connaître. Exactement. Alors pourquoi je résume dans ces trois choses-là? C'est qu'on va revenir à la première question de Marx. Qui a intérêt à quoi? Qui a intérêt au matérialisme? Et qui a intérêt à l'idéalisme? Quand on reprend ces trois piliers-là, on se pose la question qui a intérêt? Qui a intérêt de nous dire que tout vient des idées et pas de la réalité? Les bourgeois. Ceux qui vont vous dire, mais ok, t'as pas à manger, mais pense que t'es heureux. Tu le veux vraiment. Bah oui. Donc il n'y a pas besoin de changer le monde, il suffit de changer d'idée. D'ailleurs, il y a toutes les théories, la positive attitude, La décroissance. la décroissance, etc. Faire preuve de sobriété heureuse. Ah.
qui a intérêt de nous dire que ça n'existe pas objectivement. On leur dit, les gens sont en train de crever de faim. Mais non, c'est des idées qui se font. Je savais en Afrique, ils mangent moins et pourtant ils sont heureux. Est-ce que la matière, ça existe ou est-ce que ça n'existe pas objectivement, même si moi je ne le ressens pas, si je ne prends pas ça en compte, les classes dominantes ont intérêt à nous dire que ça n'existe pas objectivement. Et troisièmement, qui a intérêt à connaître la nature, l'évolution, et qui n'a pas intérêt à connaître, les classes dominantes ont intérêt à notre ignorance. Voilà. Et je voudrais vous donner des devoirs. Ah. Je vais vous demander 3 choses. 3 petites choses à dire. Sans relire vos notes. Vous allez pas tricher, c'est votre problème. Sans relire vos notes. Je vais vous demander, ce qui est important, c'est vraiment ce que vous allez retenir pour qu'on puisse approfondir ou passer à la suite tout de suite. C'est quoi les traits essentiels du matérialisme? Qu'est-ce que vous retenez du matérialisme? Deuxième question, c'est quoi la matière? C'est quoi? La matière. Et surtout, parce que les deux premiers, c'est juste ce que vous retenez d'aujourd'hui, surtout, je vais vous demander, dans votre vie personnelle, dans votre vie militante, dans ce que vous observez autour de vous, dans ce que vous voyez à la télé, je vais vous demander de me repérer au moins un, s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux, exemple de point de vue idéaliste. Donc de points de vue qui ne sont pas matérialistes. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, la crise de la pauvreté en Afrique vient du nombre d'enfants. Voilà un point de vue idéaliste. C'est comme, par exemple, un point de vue idéaliste, un point de vue raciste, c'est de penser que s'il n'y a plus d'émigrés en France, que la France est migrante. S'il n'y a plus personne que ça va régler tous les problèmes. Absolument. Donc je vais vous demander un ou plusieurs exemples d'idéalisme. Mais ça peut être aussi autour de nous. Ça peut être dans vos vies personnelles, ça peut être dans vos vies professionnelles. Est-ce que ça va? Ça peut pas sonner? Non? Non, c'était. Enfin, moi j'ai apprécié.